Télépro Live avec David Barbet. Bonjour à tous, bienvenue dans Télépro Live. Télépro Live spécial coronavirus. France 2 et la RTBF vont lancer des magazines d'information en direct en prime time. Nous on accueille Étienne De Crolly, directeur des recherches au CNRS, pour en parler. Bonjour monsieur De Crolly. Bonjour. On va parler forcément du coronavirus avec vous. Il y a un peu une panique qui s'installe en France, en Belgique, avec les nombreux cas qu'on voit surgir de jour en jour. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors, les scientifiques, en fait, ils essayent d'avoir des choses objectives pour pouvoir décider si on s'inquiète ou pas de choses, de pathologies ou d'infections qui sont en train d'émerger. Et donc, nous, nos outils pour pouvoir identifier s'il y a un pathogène qui émerge et potentiellement inquiétant sont les suivants. La première chose, c'est qu'on va regarder la contagiosité du virus, savoir un patient qui est infecté, combien de patients il va être en capacité d'infecter. Donc, c'est une mesure qu'on appelle le facteur R ou R0. Et donc, nous, nos outils, c'est de comparer ce facteur avec d'autres virus dont on connaît déjà l'infectiosité, la pathologie, la capacité de propagation. C'est le premier indicateur qu'on va regarder. Et on va regarder un deuxième indicateur qui est le taux de mortalité. Et en combinant ces deux indicateurs et en les comparant avec d'autres virus dont on connaît ces indicateurs, on va pouvoir estimer éventuellement les risques ou l'absence de risque de propagation d'une épidémie. Donc, nous regardons ça avec beaucoup d'attention. Alors, la difficulté, évidemment, c'est qu'on est dans le début d'épidémie. Et dans le début de l'épidémie, il y a assez bien d'incertitudes sur les chiffres qu'on va pouvoir établir. L'incertitude vient du fait que, par exemple, les systèmes de détection ne sont pas complètement opérationnels. Et donc, on peut passer éventuellement à côté d'un certain nombre de cas qui pourraient être réels, mais qu'on ne doit pas détecter, par exemple, parce qu'on n'a pas des capacités de détection suffisantes dans les pays qui sont touchés. Ça, c'est une des raisons possibles, par exemple. Et donc, évidemment, il y a de l'incertitude sur ce facteur. Alors, ceci dit, on a des chiffres, donc, et les chiffres qu'on a actuellement indiquent, que le taux de contagion par les virus tels que le nouveau coronavirus est relativement élevé. Donc les chiffres varient entre 2,5 et 5 en fonction des groupes qui ont fait des estimations. Donc ce qui indique que c'est un virus qui est assez contagieux, plus contagieux que un grand nombre de virus respiratoires qui attirent notre attention usuellement, d'une part. Et en ce qui concerne le taux de mortalité, les chiffres issus de la Chine nous indiquent que le taux de mortalité actuel est de l'ordre de 3,4%, ce qui est un taux de létalité assez élevé. Donc il y a toutes les mesures pour quand même être assez inquiet, parce que dans les deux cas, c'est assez élevé par rapport à d'autres virus. Alors, c'est moins élevé que certains. Par exemple, si on regarde la contagiosité, la rougeole est beaucoup plus contagieuse que ce virus. Mais pour la rougeole, nous avons un vaccin. Et donc, dans la mesure où un vaccin est disponible, on peut juguler les infections grâce au vaccin. Or, dans le cas de ce virus, évidemment, nous n'avons pas de vaccin. Et donc, c'est ce qui inquiète évidemment les autorités sanitaires, c'est qu'on a un nouveau virus qui émerge pour lequel il n'y a pas d'immunité dans les populations et qui a des caractéristiques potentielles d'un pathogène important, à savoir un taux de létalité relativement élevé, par exemple, qui est plus élevé que la grippe espagnole, et un taux de contagion qui semble également être assez élevé. Donc, l'ensemble de facteurs fait que les autorités sanitaires s'inquiètent bien évidemment de manière à essayer de préserver les premières chaînes de transmission afin d'éviter l'établissement du virus dans les populations de manière plus permanente. On entend beaucoup parler dans les médias de ce virus, les chaînes d'infos qui sont en boucle dessus, même France 2 qui va faire une émission spéciale avec Michel Simès. Est-ce que les médias, ils en font trop, ou est-ce qu'ils en font pas assez selon vous ? Non, je crois que l'inquiétude qui est relayée dans les médias est liée aux facteurs dont je viens de parler, qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on ne sait pas comment va évoluer l'épidémie. Et donc, il y a évidemment des inquiétudes. Et l'enjeu, là, justement, ici et maintenant, est de voir si on peut
bloquer les premières chaînes de transmission de manière à échapper à une épidémie plus importante en Europe, telle qu'elle est vécue actuellement en Chine, où l'épidémie a été assez importante. On voit que dans tous les pays européens, quasiment maintenant, il y a au moins un cas déclaré. Est-ce que se laver les mains, c'est le seul moyen de lutter contre le virus à l'heure actuelle? Alors, c'est une question complexe. Donc, pour lutter contre les virus, il y a différents moyens de prévention. Donc, il y a des moyens de prévention qui sont évidemment des mesures d'hygiène, telles que se laver les mains, éviter quand on est amené à tousser, éviter de tousser dans ses mains ou tousser dans son coude plutôt, des choses comme ça. Donc, ça, c'est des moyens de prévention. Après, il y a évidemment des enjeux à essayer d'identifier rapidement des molécules qui pourraient avoir des effets thérapeutiques contre ce genre de virus. Donc là, il y a un enjeu majeur de la recherche scientifique et des laboratoires médicaux d'essayer d'identifier justement des composés qui ont déjà été découverts comme étant actifs sur d'autres virus. Et l'enjeu est de faire ce qu'on appelle du repositionnement, c'est-à-dire identifier des molécules qui étaient actifs sur d'autres virus et qui pourraient, par des mécanismes d'action similaires, être capables de bloquer l'infection au nouveau coronavirus. Et donc, à cet effet, il y a un grand nombre d'essais qui ont déjà été lancés en Chine. Je crois qu'il y a plus de 90 molécules qui sont en cours de test sur des patients qui sont infectés, de manière à essayer d'identifier parmi ces molécules si certaines des molécules ont éventuellement un effet antiviral tout à fait significatif et peuvent éventuellement être repositionnés de manière à les utiliser contre le coronavirus qui vient d'émerger. Avec les projections que vous avez peut-être en main, vous avez dit tout à l'heure, on est au début de l'épidémie. Est-ce qu'on peut prédire une fin de l'épidémie? Est-ce qu'on peut se dire peut-être que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, ça va être la fin de l'épidémie? Alors ça, c'est extrêmement difficile. Alors, le virus dont on parle est un virus respiratoire. Donc la difficulté des virus respiratoires, ce sont des virus évidemment qui sont transmissibles par des micro-gouttelettes notamment lorsqu'on tousse et qui sont évidemment extrêmement sensibles au climat. À savoir que usuellement, on sait par exemple que pour les épidémies de grippe, l'infection grippale est une infection saisonnière avec des pics d'infection l'hiver et qui diminue fortement pendant l'été parce que la durée de vie du virus diminue largement pendant l'été à cause de la température dans l'air et donc la contagiosité du virus diminue. Donc une des questions importantes par rapport à ce virus est de savoir s'il va être soumis ou non à ces modifications saisonnières ou si sa durée de vie ou sa contagiosité va être régulée par l'aspect saisonnier. Et donc c'est évidemment une question à laquelle on n'a pas de réponse aujourd'hui et pour laquelle il serait très intéressant d'avoir des réponses. Un point important à souligner là-dessus, c'est qu'apparemment, il y a une partie des contaminations qui semble être liée à des contaminations fécales, ce qui laisserait supposer, en tout cas, qu'il y a plusieurs modes de contamination, ce qui pourrait laisser supposer que ça ne soit pas un virus dont la contamination soit complètement juguliée avec l'apparition de l'été ou du printemps. Ah oui, donc ça peut durer au-delà de l'été au final, puisqu'il y a plusieurs modes de contamination. Est-ce que, pareil, pour soigner les gens ou pour avoir un vaccin, il faudra aussi attendre au moins 6 mois? Alors, en ce qui concerne la vaccination, on sait que les processus de vaccination sont des processus longs. Donc, des essais de vaccination avaient déjà été conduits, notamment par Sanofi Pasteur contre le SARS coronavirus 1, donc celui qui avait émergé en 2003. Ils avaient été arrêtés suite au fait que le virus a été éradiqué. Et donc, évidemment, ces essais vont être repris, mais avec le nouveau coronavirus qui vient d'émerger. Mais la période de temps pour pouvoir développer un vaccin est une période longue. C'est-à-dire qu'il y a une première partie qui consiste à produire des préparations vaccinales qu'on va pouvoir tester dans des modèles animaux. Et donc là, le délai est entre 6 et 8 mois pour pouvoir avoir les premiers résultats. Et une fois qu'on a éventuellement les préparations vaccinales qui sont efficaces pour induire l'immunité dans les modèles animaux, on va pouvoir, dans un second temps, engager des essais chez l'homme. Et donc ça, le délai pour ce genre d'essais est assez long. Donc je crois qu'il n'est pas raisonnable de penser qu'on aura un vaccin avant 18 mois à 2 ans,
c'est la période minimum, si toutes les étapes se passent correctement, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans toutes les infections virales. Par exemple, on connaît des infections virales pour lesquelles la production de vaccins a jusqu'à ce jour échoué, alors que pour d'autres virus, eh bien, les processus de vaccination ont abouti rapidement et ont permis d'obtenir rapidement des vaccins efficaces et sûrs. Donc On ne peut pas 2 ans pour un prédire à ce vaccin, jour. mais pour les traitements, est-ce que pour un traitement, peut-être pour les petits cas, les cas les moins urgents, on pourrait soigner rapidement avec des médicaments, je ne sais pas, on a parlé aussi beaucoup d'homéopathie ces dernières heures qui pourrait soigner, puis après on a vu que les laboratoires ont dit non, attention, ça ne peut pas soigner le coronavirus. Bref, pour l'instant, c'est un peu le flou autour de ça, hein. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'indication thérapeutique contre ces virus, donc ça c'est la première chose. Et en ce qui concerne la question qui est de savoir comment est-ce qu'on va soigner les gens qui sont infectés, je crois que l'enjeu c'est surtout évidemment pour les gens qui vont être hospitalisés. Et donc là, les indications qu'on a de Chine, c'est qu'il y a une proportion significative des gens qui sont détectés positifs au coronavirus qui nécessitent une hospitalisation. Je crois que les chiffres italiens aujourd'hui sont relativement clairs, à savoir qu'il y a une centaine de personnes qui sont hospitalisées pour à peu près 1500 cas aujourd'hui qui ont été détectés, donc c'est quelque chose qui est assez important. Et on considère aujourd'hui que pour une infection au coronavirus qui vient d'émerger, le taux d'hospitalisation est entre 40 et 80 fois supérieur au taux d'hospitalisation d'une maladie grippale. Donc, il semble actuellement qu'une des difficultés majeures de l'infection à coronavirus est la charge pour les systèmes de soins, et ça a été illustré en Chine avec la construction d'hôpitaux dans un délai extrêmement rapide permettant d'accueillir environ 2300 personnes, ce qui indique que le système de santé chinois a été surchargé par ces cas à devoir hospitaliser, et le risque évidemment est de se retrouver dans une situation identique ici. Et donc l'enjeu justement, c'est d'essayer de juguler l'épidémie au plus vite afin de ne pas avoir un trop grand nombre de cas hospitalisés. Si on arrive au même point qu'en Chine, il est clair que ce soit la France ou la Belgique, il n'y aura pas assez de lits pour tout le monde. Alors, je ne connais pas précisément le nombre de lits, mais je sais en Belgique, mais je sais que d'autres scientifiques qui travaillent sur le coronavirus, belges, qui travaillaient sur le coronavirus aux États-Unis, ont écrit une carte blanche dans le livre belgique indiquant qu'il y avait des problèmes de lits et de nombre de lits disponibles pour les infections à coronavirus. Et donc oui, je crois que ça sera un enjeu évidemment de voir comment est-ce qu'on va être en capacité d'accueillir les patients dans le cas où l'épidémie progresserait davantage. À vous entendre, j'ai pas vu beaucoup de positifs. Est-ce qu'il y a quand même des points positifs? Alors, concernant les points positifs, c'est que des essais thérapeutiques sont en cours en Chine. On espère avoir des résultats dans des séances relativement brèves. Donc ça, c'est un point positif, ce qui permettrait d'avoir des thérapeutiques. Le deuxième point positif éventuel, c'est que on sait par exemple que le SARS coronavirus, donc le premier qui avait émergé, avait été relativement sensible à l'effet saisonnier, et donc on peut espérer qu'on va avoir un effet saisonnier important sur la contagiosité du virus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on espère, mais pour l'instant, on n'a pas de données précises, parce qu'il faut attendre évidemment que le printemps arrive pour savoir dans quelle mesure l'effet de saison va jouer à plein sur ce virus, ou si éventuellement il est partiellement différent du SARS coronavirus 1 et que l'effet saisonnier est moindre. C'est quelque chose qu'on regarde évidemment avec beaucoup d'attention. Pour être détecté, pour savoir si on a le coronavirus, il faut faire des tests dans les hôpitaux. Mais on le voit, il y a des gens qui ne sont pas testés, qui présentent des symptômes. Je vois aussi sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Moi, on m'a conseillé de rester chez moi parce que je n'avais pas de grands symptômes. » Donc, comment ça se passe déjà le test? Et est-ce qu'on peut dépister, est-ce qu'on peut tester tout le monde? Alors, ça, c'est un enjeu tout à fait clé, évidemment. Alors, la difficulté, c'est que le temps était extrêmement court entre le moment où l'épidémie a commencé en Chine, et donc c'est un temps court pour la mise au point de tests de détection spécifiques. Mais c'est un enjeu absolument clé dans l'épidémie, parce que si on est capable de
de détecter les cas précoces d'infection, eh bien, on peut éviter le début de la chaîne de transmission. Donc, des efforts importants doivent être faits de manière à ce que ces tests puissent être disponibles dans les hôpitaux et que suffisamment de personnes puissent être testées de manière à isoler les cas qui poseraient éventuellement problème. Et donc, c'est véritablement un enjeu tout à fait clé en début d'épidémie de pouvoir tester les personnes. Voilà. Il y a un médecin en Belgique qui a déclaré aujourd'hui qu'il pourrait y avoir 850 000 Belges atteints du coronavirus, avec plus ou moins de gravité. C'est possible, ça veut dire quand même quasiment 1 pour 10, quoi. Vous voulez dire à ce jour ou Non, au terme de l'épidémie? c'est-à-dire qu'au terme de l'épidémie, il a jugé via les chiffres qu'il avait à l'heure actuelle qu'il pourrait y avoir 850 000 cas si on ne gérait pas correctement les premiers cas à l'heure actuelle. Ben, ça revient un petit peu à la question que vous me posiez initialement, alors à savoir les facteurs de risque que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'effectivement c'est un virus pour lequel il n'y a pas d'immunité dans les populations, et donc c'est très difficile de faire des projections, mais en tout cas ce qu'on sait, c'est que probablement il y a une partie importante de la population qui pourrait être susceptible à l'infection, et donc c'est justement là qu'est l'enjeu important d'essayer de contrôler l'infection dès le début, de manière à ne pas arriver à des situations où l'infection serait trop importante et donc difficilement contrôlable. Il y a aussi beaucoup de manques en France, en Belgique en ce moment, de gel hydroalcoolique, de masques dans les pharmacies. On a du mal à trouver quelque chose pour se protéger. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est inquiétant de ne pas trouver de gel ou de masque? Ben alors, en ce qui concerne le gel, le conseil qu'on peut donner aux personnes, c'est que le savon, évidemment, est tout à fait efficace contre ce genre de virus. Donc, l'absence de gel n'est pas nécessairement extrêmement problématique. Il suffit de se laver régulièrement les mains au savon. En ce qui concerne les masques, alors la protection des masques, c'est essentiellement pour les personnes qui seraient infectées. Ceci dit, il est important que les autorités s'organisent de manière à ce que la disponibilité des masques soit suffisante si l'épidémie est croissante. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une difficulté. Par ailleurs, oui. C'est-à-dire que pour l'instant, si les médecins ont besoin de masques, c'est pas possible d'en avoir. Alors dans le milieu médical, je ne peux pas vous répondre exactement, mais nous, au laboratoire, je sais qu'on a déjà contacté des fournisseurs pour lesquels qui sont en rupture de stock, et donc c'est une difficulté dans les laboratoires de recherche. Merci beaucoup Étienne Decroix d'avoir répondu à nos questions et bonne continuation dans votre travail au CNRS. Merci beaucoup. Je vous remercie, au revoir. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Télépro Live.